Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello avec Robin Rivaton. Bonjour. Nous sommes les cofondateurs de Realestech, le think tank qui produit notamment une newsletter par semaine que vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à lire. Et Robin et moi, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la première édition, la première émission d'un nouveau format que nous lançons, le Talk Realestech. Et comme son nom l'indique, pendant le Talk, Robin et moi allons discuter de ce qui s'est passé ce mois-ci. Là, ça commence en mars 2023, ce mois-ci sur la planète immobilière. Je dis la planète immobilière puisque une des spécificités de Realestech, vous le savez, c'est d'avoir une veille la plus internationale possible sur les nouvelles tendances qui touchent notre secteur immobilier. Souvent, on sera d'accord avec Robin, parfois on sera en désaccord. On essaiera d'aborder le maximum de sujets à chaque émission et de vous faire mieux comprendre les nouvelles tendances du secteur immobilier, qu'elles soient technologiques, d'usage et au sens très large de politique publique du logement, etc., etc. L'idée, c'est qu'après une heure ensemble, puisque chaque émission durera une heure, vous en sachiez un peu plus, vous compreniez un peu mieux les grandes tendances qui traversent notre industrie. Donc Robin, pour cette première édition, si tu en es d'accord, je vais te proposer un point macro d'abord. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Je crois qu'il s'est passé quelque chose, et quelques éléments et quelques crises entre les banques aux États-Unis, la hausse des taux. Et ensuite, on rentrera dans quelques sujets immobiliers qui me semblent prégnants et intéressants à analyser en détail. L'évolution des prix résidentiels dans le monde. Est-ce qu'il baisse ? Est-ce qu'il monte ? Où on en est ? Et je crois qu'on a eu quelques indications là très récemment qui vont intéresser les gens qui nous regardent. Ensuite, je s'interrogerai et on essaiera de débattre ensemble sur l'obsolescence des actifs tertiaires. Beaucoup de gens qui nous regardent travaillent dans le monde tertiaire. Et ça va les intéresser de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de mètres carrés dont on dit qu'ils ne sont plus adaptés aux nouveaux usages. Un dernier mot sur notre grande tendance sur la propriété dégressive. Donc des gens qui vont rester propriétaires mais de moins en moins de leurs actifs. Je fais un teaser seulement. Et puis on finira en rappelant et en parlant un petit peu des propositions que notre think tank Realestech a mis dans le débat public dans le cadre du CNR et dont certaines ont été reprises. Je pense que ça mérite qu'on s'y arrête un peu et qu'on les précise parce qu'elles font beaucoup parler. D'abord la macro, si tu veux bien, Robin, et peut-être une première question pour toi. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de paradoxe où les bonnes nouvelles macro se transforment en mauvaises nouvelles pour notre secteur d'activité par le truchement des taux ? C'est quoi ton regard là-dessus, puisque ça a beaucoup animé le secteur, notamment au MIPIM où nous étions la semaine dernière ? Ouais, alors on va essayer aussi d'être très pédagogique dans ce talk et d'essayer de pouvoir discuter concrètement quels sont les impacts sur vos jobs que vous avez, vous, dans le secteur IMO, que vous soyez promoteur, agent, développeur, asset manager et autres. Donc, on va essayer d'être pédago. La politique monétaire, c'est quelque chose d'assez complexe. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, parce que faut bien voir qu'on s'inscrit dans une chaîne d'événements qui est pas totalement anodine. On a eu le Covid et pendant le Covid, on a ouvert les vannes. Donc, on a créé énormément, on a imprimé de la monnaie. Alors, en budgétaire et en monétaire. En budgétaire et en monétaire. Aujourd'hui, on n'imprime plus de la monnaie avec des planches à billets, comme pour reprendre la fameuse expression, mais on imprime de la monnaie digitale et les banques centrales ont créé des masses de monnaie hallucinantes dans le système. Et donc, cette monnaie-là, elle est là, elle n'a pas disparu. Elles ont commencé, ces banques centrales, seulement à commencer l'inflexion, à faire diminuer tout ce qu'elles avaient créé il y a quelques semaines. La Fed, c'est quoi ? C'est mi-2021 que ce mouvement commence et mi-2021. Et l'Europe, 6 mois de retard, c'est ça qu'on dit. 6 mois de retard. Et puis après, l'autre canal de transmission, c'est les taux. Donc, elles ajoutent, il y a les actifs qu'elles achètent. Donc, ça, elles ont commencé à en vendre des actifs qu'elles avaient dans le bilan. Et puis, il y a les taux directeurs avec lesquels elles régulent l'activité de toi, de moi, des entreprises sur le marché. Et donc, elles ont mis en place des politiques où elles ont commencé à vendre les actifs qu'elles avaient achetés. Donc, elles commencent à les vendre. Et puis, elles ont mis en place des politiques de taux directeurs très durs, puisque aux US, on est remonté de 4,5% sur les taux directeurs. Donc de 1 à 5, de 1 à 1,5 à 6 à peu près, pour donner ce qui va être la cible pour l'épargnant. Pour les taux de directeurs purs, on est plutôt de 1,5 à 5. Oui, pour celui qui emprunte à 20 ans pour faire son crédit immobilier, on dit qu'on est passé de 3 à 7 à peu près. Exactement. Et auparavant, il y a une banque qui, elle, est passée, pour laquelle on est passé de 1,5 à 5%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une remontée extrêmement brutale. Inédite, d'ailleurs. Inédite dans l'histoire. On l'a jamais vu dans l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites des à-coups comme ça avec le volant de la voiture ? La voiture, elle risque de passer dans le fossé. Et c'est ce qu'on a vu. Alors, on l'a vu avec des exemples très précis, des exemples plutôt de mauvaise gestion. C'est-à-dire que c'est pas des bonnes banques, c'est des banques qui étaient mal gérées, qui ont pris un peu la soupe ces dernières semaines. Mais en fait, quand on a créé autant de monnaie,
des cadavres, il y en a plein les placards. Il y en a plein. Et donc là, c'est les banques les plus fragiles, entre guillemets, celles qui avaient le plus de cadavres dans le placard, qui ont commencé un petit peu à tirer la langue. D'accord, parce qu'on disait à un moment donné, les banques centrales vont augmenter les taux, sauf si c'est la catastrophe économique. On s'attendait à des taux de chômage qui explosent, on s'attendait à de la croissance qui baisse. D'ailleurs, on l'a dit dans une de nos newsletters, mais on voit qu'il y a un effet Dokun, c'est-à-dire le lien entre la croissance et le chômage qui est très faible aujourd'hui. En réalité, la croissance est à tonnes partout. Et le chômage baisse partout, alors qu'il devrait augmenter. Et donc ça, on a vu ça, ou en tout cas les banques centrales ont vu ça comme une incitation à augmenter les taux, avec les conséquences qu'on va détailler dans l'immobilier. Et ça, alors on en est où sur ces bonnes nouvelles macro qui incitent les banques à augmenter les taux et donc qui se retournent contre les acteurs immobiliers par plein de moyens? Bien sûr, les banques se sont dit, on peut y aller. Évidemment, l'économie est incroyablement résiliente. C'est-à-dire qu'on a commencé 2022 en se disant ça va être une bonne année, crise ukrainienne, crise de l'énergie, tout le monde avait le moral dans les chaussettes, et mois après mois, les bonnes nouvelles se poursuivent. Alors les bonnes nouvelles, c'est pas la folie furieuse, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et là, on a eu les derniers chiffres du moral des entrepreneurs en France, il est super haut. On a eu les chiffres de la Banque de France qui nous dit l'inflation va commencer à décélérer à l'été, la croissance, au lieu d'être à 0,3, sera à 0,6, doublement de la cible. Et donc, au final, tout va bien. Donc, les banques centrales se disent, il y a de la marge, je peux aller dans mon resserrement monétaire, c'est ce techniquement on qualifie ça, un resserrement monétaire, et elles y sont allées. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une contagion à la partie financière, et quand les gens ont plus confiance, là, tout vrille. Donc les banques centrales qui attendaient des mauvaises nouvelles économiques au sens économie réelle voient en fait des mauvaises nouvelles financières arriver, ce qui n'était pas forcément prévu. Et ça te fait dire, ce qui est un peu le consensus, moi c'est ce à quoi je crois, qu'on arrive à un plateau en termes de hausse des taux. La BCE a augmenté de 0,5, mais d'ailleurs c'est intéressant pour les gens qui nous regardent, elle n'avait pas trop d'autres choix, puisque si elle avait renoncé à cette augmentation annoncée, elle a envoyé un message au marché qui était de dire les banques européennes ne sont pas solides non plus, et donc je change ma stratégie, ma politique. Donc en réalité, ces 0,5, on ne peut pas les lire autrement que j'étais engagé à le faire, je le fais. Moi, je pense que ça ne va pas augmenter plus que ça, voire même que ça va diminuer, je dirais au Q4 2023, légèrement, peut-être de 0,5 ou de 1 point. Tu es sur cette ligne-là ou tu es peut-être moins optimiste ? Non, moi je suis totalement sur la ligne optimiste. Alors les banques centrales vont essayer de faire dévier deux objectifs, c'est-à-dire qu'elles vont fournir des liquidités aux banques tout en continuant de remonter un petit peu les taux, parce que c'est deux outils qui sont différents, distincts, mais les deux outils au bout d'un moment il faut les faire converger. Et donc ce qui va se passer, c'est que les banques centrales aujourd'hui, les prévisions, les anticipations de la Fed aux États-Unis, donc de la Banque centrale américaine, c'est plateau en mai à 4,88 et dès décembre on est à 3,90. Donc on est redescendu déjà très très fortement et ça va se poursuivre tout au long de l'année 2024. Donc on voit bien qu'il y a une opportunité pour que la politique de resserrement monétaire prenne fin quelque part assez rapidement au cours de l'année 2023. Et alors le secteur immobilier dans tout ça, on pense tout de suite aux particuliers qui s'endettait à 3 aux États-Unis, qui s'endettait à 7, qui s'endettait à 1 en France, qui s'endettait à 3, 3,5 aujourd'hui. On parlera juste après des prix résidentiels et évidemment, on peut se demander s'il y a un lien. Pour l'instant, pas beaucoup, mais on peut se demander demain. Quid des grands propriétaires, des grands asset managers? Ça veut dire quoi? Avoir un immeuble de bureau que j'ai acheté sur un rendement de 3 parce qu'à l'époque, le taux à 10 ans français, il était à 1. Aujourd'hui, le taux à 10 ans français, il est à 2,5, 3, 3,5. Et donc, mon actif de bureau, mécaniquement, il vaut moins. Voire il vaut beaucoup moins. Là, qu'est-ce qu'on commence à voir? Et est-ce qu'il y a une spécificité française? Parce que c'est ce qui se disait un petit peu au MIPIM, où au fond, les valeurs d'expertise, il y a les experts qui viennent constater ce qu'on est en train de dire, ont été plus sévères pour l'instant avec le Royaume-Uni qu'ils ne l'ont été avec la France. C'est ta vision aussi? Oui, c'est ma vision. Et ce qu'il faut avoir en tête en économie, c'est que tant qu'on n'est pas forcé de vendre, les moins-values latentes ne sont pas très graves. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un actif qui vaut 100, il vaut peut-être 50 demain, mais tant que je ne suis pas forcé de le vendre, ce n'est pas très grave qu'il soit passé de 100 à 50. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de Silicon Valley Bank ou autre? C'est que tout d'un coup, les gens veulent de l'argent, donc la banque est obligée de solder des actifs qu'elle a dans son bilan, et au lieu de les céder à 100 au prix où elle les a achetés, elle les cède à 50 au prix où ils sont maintenant. Et là, ça devient grave. Et là, c'est ce phénomène d'entraînement qui, aujourd'hui, existe sur les banques, mais reste relativement limité sur le reste des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs peuvent se dire, et c'est sur ce raisonnement-là qu'est fondé sont fondées les expertises, c'est de dire, grosso modo, oui, votre actif, il vaut pas 100. En vrai, il vaut 50. Mais de toute façon, comme vous n'êtes pas obligé de le vendre maintenant, vous le vendrez dans 5 ans, en fait, je vous laisse le 100 parce que dans 5 ans, personne ne sait vraiment où on en sera. Donc, c'est vraiment ce mécanisme-là. Et la question qui aujourd'hui est la question dans toute l'économie, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont en situation de stress?
stress, ça veut dire qu'ils sont obligés de vendre. Ça pourrait être des ménages aussi. T'es un ménage, t'as acheté un appart, ouais, ok, les prix peuvent avoir baissé, mais ton appart, tu es dedans, donc tu vas pas non plus le céder. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en situation de stress financier? On l'a vu sur quelques banques. Aux États-Unis, il se murmure que les banques régionales, qui ont beaucoup fait d'immobilier, pourraient être un peu en situation de stress et donc pourraient lourder un peu cet immobilier. Mais aujourd'hui, pour des investisseurs, et pour répondre à ta question sur les foncières ou les gens qui ont des valeurs, bah oui, il y a une décorrélation très forte entre les valeurs qui sont celles de la bourse, qui elles s'ajustent instantanément, et les valeurs des expertises, parce que les gens ne sont pas forcés de vendre. D'accord. Alors, si on voit le verre à moitié plein, puis on refermera cette parenthèse macro, ces institutionnels qui ne vendent plus, qui attendent des jours meilleurs, ils n'ont pas de liquidité pour acheter aussi. Et ça crée beaucoup d'opportunités de marché. Et on voit arriver, on l'a bien documenté, je pense, dans notre newsletter, l'arrivée sur le marché, alors beaucoup de privés, de gros privés. Alors en France, ça a été beaucoup des entreprises, LVMH et Kering qui jouent au Monopoly dans Paris. Pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a eu des énormes transactions. On parle de transactions à plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été l'œuvre d'entreprises privées qu'on voyait en général comme des locataires et pas comme des investisseurs. Avec d'ailleurs un lien intéressant, et je fais une petite digression sur le cas LVMH, puisque la hausse des prix de l'immobilier entraîne d'ailleurs la hausse des prix de l'immobilier, parfois par des chemins intéressants. On a vu dans la presse, on en a fait l'écho, que les acheteurs sud-coréens étaient devenus les plus gros acheteurs du luxe, enfin les citoyens sud-coréens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une augmentation énorme du prix de l'immobilier, donc un effet richesse. Les gens ont plein d'argent, ils achètent des sacs Vuitton ou Gucci à plusieurs milliers d'euros, et cet argent revient dans les caisses de Kering ou de LVMH qui du coup achètent de l'immobilier à Paris. Et on voit le cercle vertueux, si on peut le dire ainsi, qui augmente. On a vu aussi des grands prix, on a parlé de Xavier Niel, mais on le voit avec le fondateur de Zara qui est en train de racheter plein d'actifs. Toi, tu penses que c'est un mouvement de fond, que ce retrait des institutionnels va laisser la place à des privés, peut-être même aussi à des collectes retail qui vont directement investir? On l'a vu avec tout un tas de nouvelles formes d'épargne immobilière. Là-dessus, pour finir ce point macro, comment tu vois les choses? Non, mais clairement, il y a encore une fois beaucoup de liquidités dans nos économies. On en a créé beaucoup et cet argent, il n'a pas disparu. Donc, il est dans les mains de quelques personnes. Et certains l'ont accumulé mieux que d'autres, on va dire. Et donc, effectivement, il y a des gens qui se retrouvent à la tête de gros capitaux et qui se disent, quoi de plus sûr que si c'est mon argent, je ne suis pas un investisseur, c'est mon argent où je vais transmettre à mes enfants. Je peux acheter à 30, 40, 50 ans. Et donc, acheter de l'immobilier dans des métropoles, dans des endroits sûrs, ça donne envie de le faire. Vous avez Paulson, qui créé le plus gros hedge fund américain, Citadel, qui est en train de se faire construire une tour à Manhattan. Voilà, c'est le symbole absolu de ce que tu décris. Le gars, il fait 16 milliards de profits sur l'année. Il se dit, voilà, je me fais faire ma tour à Manhattan parce que c'est le placement le plus sûr. Bon, on attend de savoir ce que va faire CMA CGM de ces 24 milliards de résultats, puisque pour l'instant, ils sont assez discrets en immobilier, mais il y a quand même quelques actifs à vendre, donc peut-être il viendront-ils. En tout cas, merci pour ce point macro, Robin, qui je pense pose bien le décor dans lequel on est et qui me permet de faire la transition avec le premier sujet dont j'ai envie de parler avec toi, le résidentiel. Qu'est-ce qu'il se passe dans le monde sur les valeurs, sur les volumes? D'abord, peut-être en parlant des États-Unis et de quelques autres pays où les prix ont commencé à baisser en premier. Et en réalité, c'est les pays dans lesquels la politique monétaire a évolué en premier, où on a vu les premières baisses. Je vais en dire un mot. Et ensuite, peut-être se demander les conséquences sur la France. Aux États-Unis, ce que moi j'ai vu quand j'étais à New York, je t'en avais parlé, on en avait parlé dans la newsletter, c'est qu'un observateur disait, et je trouvais ça assez juste, on est passé en 8 mois aux États-Unis, donc en mi-2022 à fin 2022, ou au fond, au cours de l'année 2022, pour simplifier, d'un plus bas historique en termes de taux depuis que les États-Unis existaient. C'est quand même pas rien comme chiffre. 8 mois plus tard, on était à un plus haut depuis 20 ans. Donc un changement énorme. Et d'ailleurs, dans les livres de macroéconomie, je crois qu'on n'avait jamais imaginé ne serait-ce qu'un cas aussi violent. Ou en tout cas, on aurait craint l'apocalypse qui n'a pas eu lieu. Et la personne disait, les prix de l'immobilier aux US ont baissé en moyenne de 2%. Et en fait, au UK, c'est 3%. Au Canada, c'était 5, 6%. Il y a eu quelques cas comme l'Australie ou la Suède où les corrections étaient un peu plus fortes, mais c'était des marchés qui avaient aussi une explosion et une inflation immobilière immense avant. Donc, au fond, une correction qui reste en valeur, en tout cas en prix affiché en nominal, on pourra après parler de l'inflation, relativement limitée, pour ne pas dire, en dessous de 10%. Alors après, la correction, elle se fait beaucoup par les volumes. Et peut-être que là-dessus, tu veux t'exprimer, parce qu'aujourd'hui, et ça, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, il n'y a pas de grosse correction des prix résidentiels. Ils n'augmentent plus. Dans pas mal de territoires, ils baissent légèrement, alors qu'on a eu un stress test et un cas unique d'augmentation des taux. Et après, des hausses monstrueuses. C'est-à-dire que si tu fais moins 2% après avoir fait plus 2%, exactement, c'est pas mal. Mais là, c'est moins 2 après avoir fait plus 20. Donc, c'est des choses qui sont absolument gigantesques. D'ailleurs, les prix en 2022, si on recompare janvier à décembre, continuent à augmenter partout. Ils baissent d'août
En fait, le pic est en août. Aux États-Unis, il est grosso modo. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Je lisais tout à l'heure quelqu'un qui me disait la baisse en France était à moins 0,2 sur le premier trimestre. Et il me fait ouais, c'est vrai que c'est au-delà des estimations de meilleurs agents qui étaient flat. Je fais non, mais gars, réveille-toi, quoi. Moins 0,2 alors qu'on vient de faire des hausses à 2 chiffres pendant plusieurs années consécutives. C'est absolument dinguissime. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une baisse extrêmement modérée ou quasiment pas de baisse des prix du résidentiel pour une simple et bonne raison, tu l'as évoqué. C'est encore une fois que les gens ne sont pas ils n'ont pas de stress. C'est-à-dire que j'avais prévu de déménager et on me dit mon appart il vaut moins X%. Je déménage pas. Donc, au final, ça permet de faire remonter carrément les prix. Et donc, aujourd'hui, et pourquoi il n'y a pas de baisse sur résidentiel ? Je pense qu'il faut l'expliquer de manière très, très simple. On n'a pas construit assez de logements dans tous les pays du monde pour loger la population. Voilà, point barre, point final, on peut fermer la boutique. C'est la seule chose qu'il y a à avoir en tête. Alors, évidemment, c'est une analyse qui peut être raffinée en fonction de si tu habites au fin fond de la campagne, il y a peut-être suffisamment de logements pour loger les gens. Mais en réalité, en moyenne, il n'y a pas suffisamment de logements. Et qu'est-ce qui est le driver ? C'est la croissance de la population. Ok, ça se tasse un peu, mais la population continue de croître. Et puis le deuxième point, c'est que les gens vivent de plus en plus seuls. C'est un facteur. Si tu mets une personne à la place de 2 personnes, il faut faire 2 fois plus de logements. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Et encore plus aux États-Unis, je voyais les chiffres qu'en France, totalement. Il y a un écart encore. Nous, on est passé en gros de 3 personnes à 2 personnes, on va dire au cours des 30 dernières années. Ouais. Et les États-Unis sont déjà en dessous. Ouais, et puis dans beaucoup de villes, on sait que le chiffre qu'on a, c'est pas volontaire, quoi. C'est subi. Oui. C'est-à-dire que si on leur parfois c'est plus que 3 ou 4, 2 ou 3, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est de la suroccupation. Si on mettait les logements sur le marché, ils seraient occupés. C'est-à-dire que c'est pas ce facteur-là n'est pas un facteur de choix, il est vraiment un facteur des gens qui subissent. Ça résiste bien au niveau des prix et au niveau des volumes. Alors dans le résidentiel, il y a quand même des choses qui se passent où les gens. Les volumes ont baissé quand même drastiquement. Là aussi, ils avaient augmenté de manière exponentielle. 700 000 transactions en France dans les années 2010, 1,2 million. Sans aucune raison. Il y a pas de... Et aux États-Unis, c'est après ça. Aux États-Unis, 4 millions moyenne des années 2000-2010, 6 millions en 2020-2021. Et là, la chute pente, elle est très brutale. D'ailleurs, c'est intéressant peut-être d'essayer de comprendre, peut-être des explications. Moi, j'en ai pas forcément. Au fond, les volumes qui ont été là, le marché s'est corrigé plus par les volumes que par les prix pour toutes les raisons que tu as évoquées. Moins 9, moins 10% en France. On attend les chiffres des notaires, mais c'est notre estimation. Moins 9% de transactions en 2022 par rapport à 2021. Qui reste très au-dessus. Qui reste très au-dessus, puisqu'on va être encore à 1,1 million. J'ai moins 13% au UK, et par contre, on est à moins 36% aux États-Unis. Pourquoi cette surréaction du marché aux États-Unis ? Alors, là, aux États-Unis, a été plus violente, qu'elle a été aussi plutôt... peut-être qu'en réalité, en France, on va aussi arriver à ça. Bien, c'est qu'on est sur un marché où tout d'un coup, la hausse est tellement brutale que les gens ne peuvent plus déménager. C'est-à-dire que même si on t'offre 2 fois ton salaire... le fait que tu aies un crédit d'un côté à 2% et de l'autre côté un crédit à 6%, tu restes chez toi. Tu ne peux plus bouger d'une région à une autre, tu ne peux plus déménager. Et donc forcément, ça tue considérablement le marché et le volume. Bien sûr. Alors ce qu'on voit dans les pays où les prix de l'immobilier ont commencé à baisser en premier, on a dit le Canada et l'Australie qui sont 2 pays qu'on suit, c'est qu'après 9, 10, 11 mois de baisse, on semble arriver à un premier palier où les prix ne baissent plus. Et ça, je pense que beaucoup d'observateurs vont être surpris puisque certains avaient l'espoir que, au fond, la correction par les prix allait arriver en décalé, mais elle allait arriver. Et elle n'arrive pas. Et on voit qu'en réalité, on reste à 5. Alors, on reste à moins 5 si je prends l'exemple, par exemple, du Canada ou l'Australie. Entre-temps, il y a eu 10% d'inflation. Donc, en réalité, votre actif net, il vaut 15% de moins. C'est pas de l'inflation sur la très longue durée. Donc c'est un one-shot. C'est une explication. Toi, de ce que je comprends, c'est que pour toi, ce premier plateau, il n'y en aura pas d'autres et qu'on va rester et vraiment, on va avoir une réaugmentation. Je ne sais pas si tu as vu cette étude, on la citait récemment, on en parlait par ailleurs, sur la métropolisation, qui est quand même ton grand sujet. Non seulement ce phénomène n'a pas été freiné par la crise de la Covid, ce qui était là aussi l'espoir de bien des gens, l'espoir, le fantasme, le projet politique, peu importe comment on le voit. Et non seulement il n'a pas été freiné, voire même il aura été accéléré, ce phénomène de métropolisation. Et donc, les grands équilibres se refont. Et peut-être qu'on va repartir vers un marché résidentiel où les prix augmentent, pas dans les proportions à 2 chiffres qu'on a vues,
Mais ça, c'est un scénario pour toi qui est Moi, crédible. moi, j'ai un scénario qui est un scénario de rebond qui va se matérialiser. Alors, encore une fois, je pense que de toute façon, on a quand même atteint, à l'inverse, un plafond sur beaucoup de marchés. C'est-à-dire que les prix étaient montés tellement haut qu'on finit par sortir des gens en capacité En d'acheter. France, tu penses aux villes du Marché littoral parisien, ouest, ouais, notamment. marché parisien, marché du littoral ouest, où de toute façon, les chiffres qu'on avait atteints étaient relativement proches de l'étiage un peu final. Mais on retourne là-bas. Hein. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'au final, on va naviguer on va peut-être atteindre une sorte de prix d'équilibre un petit peu sur ces marchés, puisque Équilibre tellement le déséquilibre, ouais, tant qu'on n'est pas capable de se mettre à construire plus. Et là, malheureusement, je pense que on rebouclera là-dessus avec nos propositions dans quelques minutes, mais le sujet, il est qu'on n'arrive plus à faire accepter la construction. Et alors, si on finit ce point résidentiel par l'approche peut-être plus loyer, parce qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses sur les loyers qui ont été, eux, ont continué à considérablement augmenter en 2023, 2022, ouais. 22. Ce qui montre la demande. Alors, il n'y a pas eu de cassure. Je crois que il y a eu 1 ou 2 mois de loyers qui ont stagné aux États-Unis, novembre-décembre, à ma connaissance, là où la baisse des prix, il y avait déjà quelques mois d'avance. Donc, on voit que les loyers sont un peu décalés. En réalité, la baisse, elle est très, très faible. Et ils repartent à la hausse encore là, en cette rentrée un peu partout. Il y a une énorme tension. Le mois, c'est des moindres augmentations. Exactement. C'est pas nécessairement des baisses de loyer. C'est des moindres augmentations par rapport au mois précédent. Alors, dans un marché normal, disons le marché américain, on voit des prix qui stagnent et des loyers qui augmentent, donc un rendement du résidentiel qui devient plus intéressant, qui va donner envie à des particuliers, à des institutionnels de venir. Et là, ça pose quand même la question du cas français. Je propose qu'on finisse là-dessus cette première partie. Alors, c'est des suppositions, hein, et c'est d'ailleurs le grand défi de ces talks mensuels, c'est qu'on espère qu'on ne va pas se contredire le mois prochain, et en même temps, on fait des pronostics. En France, on l'a dit, la baisse des prix, on ne la voit pas, ou tu parlais des chiffres de meilleurs agents, elle est faible aux US, mais elle est inexistante en France. Et en revanche, les loyers, eux, pour plein de raisons politiques, sont assez capés. Et donc, même s'il y a beaucoup de pression, on semble qu'ils sont résistés. Donc, l'augmentation du rendement du résidentiel qu'on voit outre-Atlantique, on ne le voit pas en France. Et donc, peut-être aussi un retrait des investisseurs particuliers et institutionnels. Et c'est des transactions aussi en moins. Donc, tout se tient. Et notamment, peut-être tu peux dire un mot sur les chiffres de l'investissement locatif qui sont assez mauvais en cette rentrée. Là aussi, après des années exceptionnelles où une transaction sur 3 presque était le fait d'un investisseur locatif et pas d'un propriétaire occupant. Ouais, alors là aussi, ils sont mauvais quand on les regarde par rapport à il y a 2 ans. Ils restent assez au-dessus de ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc, il y a quand même encore de l'appétit pour cet investissement locatif. Et je pense qu'il y en aura beaucoup, puisque voilà, on est sur une classe d'actifs qui est rare. Et un investisseur, il doit regarder le rendement, donc le loyer qu'on lui verse, mais aussi de l'appréciation de l'actif dans lequel il investit. Et c'est le mix des deux qui, à la fin, fait sa valeur. Si d'autant plus, comme on le dit, ou en tout cas, on essaie de prophétiser, les taux directeurs et donc les taux d'emprunt, je ne sais pas s'ils vont baisser fortement, mais en tout cas se stabilisent à un niveau où baissent légèrement, ça va quand même redonner encore de l'attractivité à cette classe d'actifs. Il est certain qu'il y a des différences entre les pays. C'est clair que des pays anglo-saxons où on n'a pas du tout capé les loyers, ils ont explosé l'année dernière. Londres, c'est plus 20% encore, plus 20%. C'est des sommes qui paraissent dingues. Des investisseurs locatifs très contents. Donc des investisseurs qui sont plutôt contents. Et puis, il y a aussi une concurrence pour les usages dans ces villes. C'est-à-dire que on a bridé le Airbnb, mais c'est les nuits d'hôtel qui ont explosé. Et donc, on voit bien que de toute façon, la demande pour dormir et loger dans les grandes villes, elle est super élevée. Et donc, de toute façon, ça finira par se retrouver dans le rendement d'une façon ou d'une autre. Dans un prochain talk, on parlera de ces tendances de fond qui expliquent cette demande au-delà des chiffres. Là, on a parlé beaucoup des conséquences de cette demande. On essaiera d'en parler et de s'interroger sur une métropolisation, laquelle, comment, à quelles conséquences, est-ce que tous les territoires sont égaux, et il y a évidemment plein de fractures en France et dans le monde. Mais en tout cas, je pense que tous ces points sur le loyer, les prix ont aidé les gens qui nous regardent, qu'ils soient promoteurs résidentiels, investisseurs particuliers, institutionnels. On plante le décor, entre guillemets, sans faire forcément des pronostics pour l'avenir, mais on plante le décor de là où on en est. Si on sort un peu du résidentiel pour aller plus vers le tertiaire, qui a des enjeux infiniment différents. On est sur des marchés où en réalité, le résidentiel est un marché pénurique, totalement déséquilibré en faveur de la demande. Et on voit que
même la plus grosse crise, la plus grande hausse des notaires ne change rien. Ce qui montre quand même la profondeur de ce déséquilibre. C'est ce que tu as dit. Et c'est profond. Et ça s'accélère. Et ça s'accélère. Et en fait, les prix de l'immobilier, du logement, ne baisseront pas comme par enchantement parce que 3 CSP+, ont décidé d'aller vivre à Brest. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi à cette antenne puisqu'on dit les choses comme on les pense. Le bureau, c'est totalement différent. C'est un secteur dans lequel les usages ont évolué tellement vite. Tu vas nous dire un peu, peut-être un point d'étape du télétravail, même si on communique souvent sur ces statistiques, chacun peut les expérimenter et le voir, que la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de mètres carrés, si on parle à l'échelle de la France, mais je pense que c'est milliards de mètres carrés, si on parle à l'échelle du monde occidental notamment, de bureaux dans lesquels on se dit, à horizon 3, 5, 10 ans, il y aura plus de demande pour travailler en bureau ici, avec toutes les mutations de la société. Donc, on voit bien que là où le logement est en sous-offre chronique, le bureau rentre, on peut dire qu'on est au début, je pense qu'on n'a encore rien vu, dans une décennie de suroffre qu'il va falloir régler. Alors, est-ce que là-dessus, déjà, tu peux un peu planter le décor sur États-Unis versus France et voilà, il y a 50 millions de mètres carrés en Ile-de-France de bureaux. Est-ce qu'il y en a 3 qui sont obsolètes? Est-ce qu'il y en a 30? Comment tu vois les choses sur l'étendue du problème de cette obsolescence des actifs tertiaires? Ouais, et puis je dois moi-même confesser que je n'avais pas mesuré à quel point, à quelle rapidité on allait avoir l'obsolescence de cette classe de bureaux. Je l'ai toujours fait partie de ceux qui disaient ouais, mais en fait, la réduction des surfaces, c'est un phénomène ancien. On a déjà comprimé les surfaces par travailleur depuis une vingtaine d'années et les prix ne sont pas effondrés. En termes de mètres carrés par personne, les grands chiffres, on était à quoi? On était à plutôt 15, on est passé à 10, c'est ça la tendance? Ouais, c'est à peu près ça en Europe. Mètres carrés par personne. 15 et un peu au-dessus de 10. Donc, mais, ok, donc ça donne une donc on a fait une compression, disons, de 25% à peu près. Et les prix ont plutôt eu tendance à augmenter. Donc, j'étais plutôt dans cette hypothèse et cette école-là. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a une bureau-apocalypse, comme on a parlé de retail-apocalypse pour qualifier le commerce, qui pointe un peu le bout de son nez. Alors, en fait, ce qui est très surprenant, c'est vraiment le côté ultra segmenté. C'est-à-dire que les bureaux haut de gamme, c'est la folie. Haut de gamme en termes de localisation et de service, mais surtout de localisation. Voilà, localisation toujours. Hein. Vous connaissez le fameux adage de l'immobilier, localisation. Est-ce qu'il n'est pas plus vrai, d'ailleurs, jamais je rebondis sur ce que tu dis, c'est arbitrage entre... Alors évidemment, le mieux, c'est d'avoir bonne localisation, bon service, bonne consommation énergétique, la belle façade et la bonne adresse. Ok. Moi, j'ai le sentiment, et j'ai quelques actifs en tête, je ne les citerai pas pour mettre personne en porte-à-faux, qu'on a beaucoup d'actifs mal placés, mais avec des super services, qui vont beaucoup moins bien que des actifs bien placés avec peu de services. C'est certain. Là, donc voilà. Et, la carrosserie l'emporte sur le moteur. Plus jamais. Non, mais plus jamais. Et on le voit. Clairement. Et il y a aussi eu, je pense, mais c'est le propre des nouveaux usages. Quand WeWork est arrivé, quand un certain nombre de nouveaux acteurs des services tertiaires sont arrivés, on pourra d'ailleurs dire un mot de WeWork et de ses difficultés, mais l'idée qu'avec du service, j'allais régler le problème de tous mes actifs. J'ai moi-même travaillé pour des asset managers, je les ai conseillé sur des actifs plantés, sur lesquels on disait les services vont venir sauver un actif. Ouais, bien sûr. Tu es d'accord avec moi? C'est pas du tout ce qu'on voit. C'est pas du tout ce qu'on voit. La localisation prime absolument, et notamment pour ces raisons de télétravail. C'est-à-dire que si mes salariés ont pu éclater un peu dans les grandes villes, donc ils sont partis plutôt dans les couronnes ou dans les banlieues. Donc si je veux trouver l'endroit qui les accommode le mieux, c'est la centralité. Si je me mets dans un coin, le sous-coin de la région parisienne et que mes salariés sont tout autour de la première couronne, évidemment, c'est pas pratique pour eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je réduis les surfaces et je réinjecte l'argent que j'ai gagné en réduisant les surfaces dans un loyer plus prime, plus quali, plutôt en centre-ville. Et donc, c'est ce qu'on a vu, clairement, un flight to quality, hein, comme on dit en jargon anglo-saxon. Vraiment la course à la qualité, à la centralité. Et évidemment, ça a laissé des actifs entiers. Surtout que pendant 10 ans, en fait, l'immobilier de bureau a beaucoup drainé les liquidités dont je parlais au début. C'est-à-dire que c'était une classe d'actifs facile. C'est facile de faire de l'immobilier de bureau. Tu poses 100 millions, tu as construit un locataire, tu es tranquille, tu as fait un projet, tu n'as pas beaucoup de travail à mener, sans faire injure à nos amis asset managers qui nous écoutent, mais c'est quand même une classe d'actifs relativement paisible. Donc, les gens ont beaucoup investi. Et là, on se retrouve avec la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont... Alors, certains sont obsolètes environnementalement parlant, c'est-à-dire que c'est des passoires thermiques, et même s'ils peuvent paraître récents, c'est-à-dire que dès 2005, dès 2010, en fait, déjà en 2023, ils ont déjà beaucoup perdu de leur qualité. Ça, c'est un premier problème, carrément. Puis, le problème de la localisation, c'est qu'ils sont moyennement situés, c'est que les zones ont tendance à se spécialiser à l'échelle d'une ville aussi. Ça, les gens n'ont pas en tête, mais
plus j'augmente les transports dans un territoire, plus je spécialise les territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si je crée beaucoup de transports, il n'y a pas de ville du quart d'heure. Si je crée beaucoup de transports, les gens ils peuvent facilement se rendre du quartier de bureau au quartier résidentiel. Donc le Grand Paris Express étant été un frein à la ville du quart d'heure, c'est ça que tu dis. Tous les maires, toutes les villes ont rêvé d'avoir un pôle de bureau autour d'une gare, mais c'est une hérésie. Il y aura 2, 3, 4 pôles de bureaux en Île-de-France. Des gros pôles. Il y aura peut-être des micro-bureaux ici ou là, mais des gros pôles, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc ça, c'est quelque chose qui est appelé à durer. Et donc de ces bureaux dont on ne sait rien faire, il va y en avoir beaucoup. Et alors, si on met quelques chiffres là-dessus, et après, je t'interrogerai sur le télétravail, peut-être pour donner aussi quelques tendances de fond sur ce que tu vois. Peut-être on a une vision qui n'est pas forcément la même, mais sur le prix des loyers, est-ce que c'est faux? Parce que pour que les gens se matérialisent ce qu'on dit, le prime triangle d'or parisien, il est passé de 750-800 euros il y a 5 ans, 8 ans, à plus de 1000 euros. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait pas trouver dans les 5-6 bons arrondissements de Paris un mètre carré en dessous de 1000 euros. Ça n'existe pas. Pour les bons mètres carrés, ouais. Si vous êtes en troisième jour à la cave, vous avez un peu mieux. Mais on est là. Et dans le même temps, dans ces 3 dernières années qui viennent de s'écouler, là où c'était à 400 euros le mètre carré ou 500 euros le mètre carré, on est à moitié moins presque aujourd'hui. Donc, imaginez la répartition de valeur. Et avec des preneurs, ce qu'on appelle le take-up, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui sont commercialisés chaque année, qui sont minuscules. C'est-à-dire que les mecs commercialisent 200 un grand appartement, c'est ce qui est commercialisé chaque année. Et ça, je trouve que c'est une bonne mise en perspective aussi par rapport au résidentiel. C'est-à-dire, c'est plus facile de se tromper dans le tertiaire que dans le résidentiel. Ouais. Je ne connais pas, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, parce que c'est ça dont on parle en tertiaire là actuellement. Ouais, on ne parle pas du bureau en zone détendue, il n'y en a quasiment pas, mais vous achetez un logement dans le Grand Paris, entre le meilleur choix d'investissement et le plus mauvais, l'écart de valorisation ou l'écart d'augmentation des loyers que vous allez avoir, il va se jouer à 10 à 20% maximum. Vous avez acheté une part de SCPI ou de l'actif tertiaire en direct il y a quelques années, entre du bureau à 30 minutes de Paris dans une zone sinistrée tertiaire et le QCA, le même sous-jacent tertiaire, vous avez eu une augmentation de valeur d'un côté et une destruction massive de valeur. Pour 10 euros investis, il y en a un qui en vaut 20 et l'autre qui en vaut 5. Exactement. Donc on a un rapport de 1 à 4, là on avait un rapport de 1 à 1,2 dans le logement. Je trouve que c'est un bon éclairage pour les gens qui nous écoutent. Et on parle encore une fois de la classe d'actifs du bureau au Grand Paris. On ne compare pas avec ailleurs dans le monde, etc. Et ce qu'on voit là, on le voit partout, cette grande divergence. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui sortent sur où vont les nouveaux baux et les nouveaux locataires. Et il y a une segmentation entre les immeubles récents et les immeubles, mais comme tu dis, qu'on dit vieux, mais qui ont été 20 ans, mais qui les immeubles vieux se vident et les immeubles neufs se remplissent. Et il y a un effet, évidemment, de connexion entre les deux qui est massif, dont on ne mesure pas vraiment les effets. Je pense que c'est assez puissant. Peut-être tu veux réagir là-dessus ? Ouais, une seconde, juste pour cette phrase, on l'avait cité dans la newsletter, mais la newsletter Real Estate, ce moment où l'asset manager new-yorkais, dont le nom m'échappe, me disait on est au moment Kodak. Kodak, c'est le fabricant de films et d'argentique qui a complètement loupé le virage numérique. Et le gars a dit, moi, il y a des immeubles qui sont de l'argentique et il y a des immeubles qui sont numériques. Et les immeubles où il y a de l'argentique, je vais les rendre. C'est-à-dire que le banquier, il y a de la dette. Il les a rendus. Il les a rendus. Il y a de la dette dessus. Il dit, c'est pas grave. Je ne vais pas payer la dette, jamais je ne vous payerai plus. Je vous rends l'immeuble, vous vous débrouillez avec ce truc. De toute façon, il vaut tellement rien que je pense que même si j'avais investi de l'argent dessus, je vous le rends. Et ça, c'est peut-être un petit peu exagéré, peut-être très new-yorkais dans l'approche, mais ce n'est pas totalement loin de la vérité, y compris dans d'autres zones dans le monde. Et est-ce qu'il y aura donc des différences géographiques par rapport à ce qui s'est passé avec cet asset manager ? On n'a pas encore vu ce type d'action et de move très anglo-saxonne, effectivement, mais en France, est-ce que c'est lié aussi à une part du télétravail qui est moins forte, des mutations du monde du travail qui sont moins fortes? Au moment où on fait cette interview, le président de la République, à 13h, vient d'annoncer qu'il voulait qu'on réfléchisse à une grande loi travail qui est censée incorporer les nouveaux modes de travail. Donc, on voit que ça existe en France, on voit que le politique s'en saisit. Au fond, aux États-Unis, on a l'impression que les 2 jours à 3 jours de télétravail par semaine sont devenus la norme. En tout cas, si on prend le Grand New York, avec en réalité assez peu de zéro présentiel et de zéro télétravail. Je pense que les positions radicales en réalité sont très peu présentes dans le marché, mais 2 à 3 jours par semaine. Est-ce que tu penses qu'on va aller aussi loin en France ? Moi, je pense qu'on va aller aussi loin. Et d'ailleurs, je refais référence à l'expression, à l'allocution du président à 13h. Je ne crois pas que les gens, notamment dans les manifestations pour les retraites, mais qui comprennent aussi une forme de mal-être au travail, ils vont demain être moins demandeurs que leurs homologues américains pour être plus chez eux. Je ne crois pas à la spécificité latine sur ce sujet. Est-ce que toi, tu veux nuancer ou tu as un regard différent ? Ouais, pour dire
peut-être pour être pas en opposition, mais pour venir un peu nuancer, je pense quand même qu'il y a un mode de management à la française qui quand même requiert que les gens viennent au bureau. Et c'est vrai que Paris est la ville qui est le plus tôt revenu au travail de toutes les métropoles mondiales post-Covid. Donc il y a sans doute un trait culturel. Mais comme là où je te rejoins et je finis de te rejoindre, c'est que à long terme, le trait culturel, il va s'estomper. Et donc, forcément, les gens... Et puis, il y a aussi il y a autre chose, c'est que on est aux prémices quand même d'une révolution technologique avec l'IA. Alors, on aura l'occasion d'en parler plein de fois dans cette émission parce que c'est des choses qu'on connaît bien tous les deux. Mais là aussi, on est assez aveugle sur les conséquences réelles en termes de productivité et donc d'emploi et donc d'occupation des bureaux. Donc, aujourd'hui... qui sait, et en tout cas, on sait que ça va en faire de la productivité. Donc, on sait que ça va pas augmenter la surface de bureau. La question, c'est combien ça va ajouter au toboggan ou à la vitesse du toboggan dans lequel on est sur le nombre de mètres carrés par salarié. Intéressant, en tout cas, merci pour ce point-là. Je compléterai en disant aussi quelque chose que peut-être qui est mal vu, qui est mal perçu dans l'industrie. On le voit en Ile-de-France, on le voit très fort à New York. Le taux d'occupation réel des bureaux est en chute libre. Je ne parle pas des baux, il faut vraiment différencier ce qui est loué et ce qui est occupé. Les gens qui nous regardent comprendront bien la nuance. Il y a des baux, souvent 3, 6, 9, on a engagé, mais il n'y a plus personne qui vient. On a des taux d'occupation qui sont plus faibles. On a cité aussi les chiffres de UK. On est à un taux d'occupation le plus faible. Jamais aussi peu de mètres carrés de bureaux ont été occupés depuis l'après-guerre. Je crois que c'est ça le chiffre. En tout cas, c'est énorme. Sur 20 ans ou 30 ans, au UK, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Et pour autant, il y a toujours autant de personnes dans les transports en commun. Alors, il y a plein d'explications. Et moi, j'aime bien ce sujet-là parce qu'il y a une explication par l'attractivité de la métropole. Je disais que j'étais à New York il y a un mois. J'ai des copains qui sont chez Price ou chez Goldman. Ils ont 2 jours de télétravail par semaine, mais ils continuent à habiter à Manhattan. Parce que c'est là qu'il y a tous les services, qu'il y a tous les restaurants, qu'il y a toutes les sorties, qu'il y a toute la vie culturelle. Et où ils continuent à prendre le métro, même des jours où ils ne vont pas au bureau. Et on le voit aussi en Ile-de-France, où je crois que les chiffres, c'est moins 10% la fréquentation dans les transports en commun. Or, chacun constate que l'occupation réelle des mètres carrés de bureau, elle est bien plus forte que moins 10%. Donc là aussi, il y a quand même une décorrélation. Parce que les gens y vivent. Parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et confère, mais on ne va pas aller de digression en digression, mais confère l'étude de Jean Jaurès sur, au fond, l'idée qu'on est passé dans un monde où c'est le travail qui structure le non-travail à un monde où c'est plutôt le non-travail qui structure le travail, avec plein de conséquences qu'on pourrait et qu'on abordera ici un jour. Mais je trouve ça intéressant de dire ça parce que le télétravail n'est pas synonyme de perte d'attractivité pour les villes-centres ou pour les territoires et pour les métropoles. Au contraire, ou en tout cas, ça résiste très bien. Donc, et c'est aussi peut-être un message d'espoir pour les commerçants, pour les gens qui fournissent des services à ces citadins. Je pense qu'ils réaffirment leur rôle de phare dans la civilisation des loisirs. C'est-à-dire que la civilisation des loisirs, malheureusement, elle se fait pas dans des très petites villes ou des villages et autres. Elle s'incarne quand même plutôt dans les grandes villes. Même si on n'y travaille pas, et ça me permet de reboucler. Et merci pour ce point, effectivement, sur l'obsolescence des actifs tertiaires, un sujet sur lequel nous reviendrons à intervalles très réguliers dans cette émission Le Talk. Et je parlais de l'allocution du président de la République sur ce sujet du nouveau rapport au travail. J'espère que les acteurs immobiliers, d'ailleurs, seront entendus, seront écoutés, et en tout cas prendront en compte ce qui sortira, parce que ça aura un impact. Et il y a un autre sujet qui est très politique, qui est très d'actualité, et qui me permet d'aborder la troisième partie de notre entretien, c'est effectivement cette réforme des retraites, où au fond, le président l'a assez bien expliqué ce matin, pour financer les retraites, soit on tape sur les entreprises, et il a expliqué pourquoi ça lui paraissait être une voie à ne pas suivre, et je pense qu'on le suit tous dans cet objectif de réindustrialiser la France. Soit on tape sur les actifs actuels, et en même temps, les gens se battent pour que leur travail les rémunère mieux, donc on voit bien que c'est un peu compliqué par le truchement de la hausse des taux. Soit on demande à nos enfants de payer notre dette, c'est en partie, enfin, notre retraite, c'est en partie ce qu'on va faire. Et donc le déficit, et en réalité, lui choisit la voie de travailler plus. Est-ce qu'il n'y a pas une 5e voie, entre guillemets, si je me fais l'avocat du diable, de se dire il y a aussi des liquidités dormantes, des actifs immobiliers qui sont remboursés depuis des années, et au fond, est-ce que c'est si grave que ça que une personne de 65 ans se dise j'ai pas besoin d'être propriétaire à 100% de mon actif immobilier, je peux peut-être en vendre 20% ou 30% pour mes besoins personnels, évidemment les sujets de dépendance, mais aussi pour des besoins peut-être plus, j'allais dire, enthousiasmants ou plus positifs, comme de loisirs. Alors de loisirs, de plaisir, mais aussi de financer les études de mon petit-fils, d'investir dans la start-up de ma petite fille qui vient dans sa boîte. Je ne recommande pas, mais... Tu ne recommandes pas, mais en tout cas, d'abord de faire circuler ce capital. Et on sait que en macroéconomie, un des facteurs de la croissance, c'est la rapidité avec laquelle la liquidité, elle passe d'une main à l'autre. Et au fond, si on était tous des marchands et des commerçants et qu'on arbitrait sans cesse notre equity,
et nos fonds propres, l'économie s'en porterait mieux. Et là-dessus, toi, tu dis la propriété dégressive, en plus de tous ces intérêts que tu vas nous détailler, ça pourrait aussi régler en partie cette question des retraites. Et donc, comme c'est d'actualité, je te pose la question un jour après ou 2 jours après le 49.3. Ouais, alors je ne sais pas si on malheureusement doit faire le lien entre les deux, mais le point il est crucial, c'est que on a une espérance de vie notamment à partir de 65 ans qui a explosé, c'est-à-dire qu'elle est plutôt autour de 25, voire au-dessus même maintenant. Elle est plus importante que l'espérance de vie à la naissance. Tu peux peut-être expliquer ça parce que non, mais ça, c'est important. Elle est beaucoup plus élevée que l'espérance de vie à la naissance. À la naissance, on parle de 75, 77 pour les hommes, un peu plus pour les femmes. 82 pour les femmes. Voilà. Mais malheureusement, il y a des gens qui nous quittent avant d'arriver à 65 ans. Donc, si vous enlevez les départs précoces, forcément, l'espérance de vie de ceux qui arrivent à 65 ans, elle est relativement... Donc, un retraité aujourd'hui qui a pris sa retraite, aujourd'hui où on se parle, c'est plutôt 25 ans qu'il a dans en moyenne. Ouais, 20-25. Alors après, ça dépend justement des catégories socio-professionnelles, de ce que vous avez fait dans votre vie. Et justement, il y a beaucoup de débats sur le côté inégalitaire de cet âge de la vieillesse. Mais vous avez en tout cas un capital de vie qui est très important. Et on n'a pas du tout mis en conformité ou face à cette réalité biologique nos modes culturels. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il faut transmettre. Mais quand vous arrivez à 95 ans, vous transmettez à vos enfants qui en ont 65. Quel est l'intérêt pour vos enfants de récupérer du pognon à 65 ans? Nada. Ils n'ont plus besoin de rien. Je veux dire, c'est fini. Donc, tout l'objectif de la propriété dégressive, c'est de se dire comment je mets en réalité ou en convergence une réalité économique et culturelle avec une réalité biologique. Et je trouve que les mentalités ont complètement changé en l'espace de quelques années. Les gens acceptent l'idée qu'ils ne transmettront pas à leur mort, à leur décès. Et donc, qu'ils peuvent s'organiser dans des mécanismes où on organise de la liquidité de leur patrimoine en amont. Liquidité, ils en font ce qu'ils veulent derrière. S'ils veulent tout cramer parce qu'ils veulent rien laisser à leurs enfants, fine, c'est la vie. S'ils veulent inversement en léguer une partie aux petits-enfants ou autres, ou se faire plaisir. À un âge où ils en ont plus besoin qu'à 65 ans. Ou payer leur dépendance future parce qu'ils veulent pas que ça repose sur leurs propres enfants. On sait que sur la fin de vie, aujourd'hui, ça a des coûts très importants qui reposent sur les enfants et les petits-enfants. Donc, peu importe les usages qu'on peut faire derrière. Mais l'idée, elle est très simple, c'est de se dire, moi, je suis propriétaire d'un bien à 100%, ou quasiment 100%, et je fais rentrer à mes côtés un co-investisseur. Ce co-investisseur, classiquement, le mécanisme qu'on connaît, c'est le viager. Et là, les gens, ils se disent, waouh, parier sur la mort, c'est pas top. J'achète un bien en espérant que la personne à qui je l'achète meure d'aide le plus vite possible pour que je gagne. Ça nourrit pas mal de fantasmes, de films, de ce qu'on veut. Et inversement, pour la personne qui investit, elle a un risque énorme. Imaginons que, je connais le fameux Jeanne Calment, qui avait vendu son bien à manger à un notaire qui est mort avant elle. Donc, on voit bien que c'est un produit qui n'est peut-être pas totalement à l'avenir, mais en tout cas, c'est un produit qui, même s'il n'est pas à l'avenir, connaît un succès phénoménal ces dernières années. Et donc, il y a des mécanismes plus fins qui sont en train de se mettre en place. On appelle ça l'indivision. Donc, on devient propriétaire de la propriété du bien, mais on laisse l'usage de ce bien aux personnes pendant des années 15, 20, 25 ans, avec plein de mécanismes pour garder une partie de l'argent qu'on va leur donner. On va leur payer direct 60% du bien. Donc, tout d'un coup, les gens se retrouvent avec des sommes énormes, avec plusieurs zéros sur le compte en banque, ce qui est jamais arrivé. Et donc, l'idée, c'est de dire, soyez prudents, placez-en un petit peu, donnez-en un petit peu, utilisez-en un petit peu pour vous faire plaisir. Puis en plus, ce qui se passe quand vous faites plaisir, votre espérance de vie, elle augmente. Donc, vous avez encore plus de temps devant vous. Donc, ces mécanismes-là, ça va être pour moi la grande révolution et ça va être un moyen d'investir dans le résidentiel à travers des outils un peu plus sophistiqués, très dérisqués, puisque vous achetez plein de bouts de plein de maisons à plein de gens différents. Donc, grosso modo, vous n'avez plus vraiment les risques. L'aléa moral sur le pari sur la mort. Il n'y a plus d'aléa sur la mort. Vous achetez un peu de tout. On a parlé tout à l'heure du bureau. On a été très parisien et new-yorkais dans le bureau. Donc, excusez-nous aussi pour les gens qui nous écoutent hors de ces deux métropoles. Mais parce que c'est là où je trouve les bureaux. Donc, on ne peut pas trop faire autrement. Le résidentiel, il est partout. Il est dans les zones détendues, il est dans les villes moyennes, il est dans les grandes métropoles. Et donc là, on a un produit qui va être assez puissant et qui peut être un moyen d'investir aussi pour de l'argent. L'argent de l'assurance vie, on réinvestit l'argent des épargnants dans le domicile des Français. C'est
plutôt vertueux sur le papier. C'est pas mal, effectivement. La France, tu as parlé du regain d'intérêt pour le viager. On a cité la startup Scarlett qui s'était lancée, qui va aussi distribuer un certain nombre de produits autour de la propriété dégressive, mais pas mal d'acteurs sont en train de collecter beaucoup d'argent. Le cas UK est intéressant, donc le cas du Royaume-Uni, où il y a eu un plan, en tout cas un produit qui a été lancé, qui a connu un grand succès. On peut espérer le même succès en France, c'est ça que tu m'expliquais. Ouais, au Royaume-Uni, il y a eu le lancement d'un produit qui existe en France aussi, qui s'appelle le prêt viager hypothécaire. Donc vraiment, là, c'est mettre de la dette sur un bien qu'on a déjà remboursé, qui a très bien marché au Royaume-Uni, qui existe en France, qui a moins bien marché pour le coup, parce que le système bancaire français prête non pas sur l'actif, mais prête à l'épargnant. Donc, quand vous prêtez à un épargnant qui est âgé, les banques, elles prennent un peu peur en se disant qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas en mesure de me rembourser. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir. Je pense que l'avenir est vraiment plus sur l'indivision. Et on va le voir. Là, il y a vraiment une ébullition des idées et autres. Et pour moi, ça, c'est vraiment la grande thèse de l'investissement dans l'immobilier résidentiel dans les prochaines années. Et je trouve que le modèle est hyper vertueux. On a plusieurs centaines de milliards qui sont bloqués, qui servent à rien sur le papier, et donc il faut réussir à les mettre au travail. C'est très important parce que je pense que ce talk, il est aussi là pour donner des idées d'investissement, de stratégie, de positionnement. Ce que tu dis, ça intéresse les promoteurs qui pourraient avoir des programmes dédiés à ce type de choses. Ça intéresse évidemment les investisseurs particuliers comme institutionnels. Les CGP, vous êtes un CGP, demain vous avez des gens qui viennent vous voir, qui ont 65 ans, qui vous disent voilà, j'ai ma maison. Et en fait, c'est pas liquide. Et moi, j'ai besoin de faire des trucs. J'ai un sujet d'épargne. J'ai un sujet d'épargne. Et vous avez liquidé en partie la maison. Vous allez récupérer une partie de cette épargne que vous allez même pouvoir replacer, gagnant à tous les coups. Et ça intéresse aussi les élus, les gens qui gèrent les villes, qui voient au premier plan, et on parlera après dans la partie de la façon dont on a envie de donner peut-être plus de poids, en tout cas plus d'intérêt aux maires pour agir sur leur collectivité d'un point de vue immobilier. Ils sont aux premières loges pour voir les problèmes de dépendance, de vieillissement, les petits-enfants qui sont plus là, etc., etc. Et donc, eux aussi pourraient être d'une certaine manière très sponsors et très favoriser ce type de modalité de liquidité. Et je pense que, et là aussi, je pense, un des enjeux de ce talk, c'est de faire la part des choses. Je parlerai après de la propriété progressive, qui est le corollaire, où je sais que tu es plus nuancé, en tout cas moins enthousiaste. Nous, on a envie de vous donner envie, de vous intéresser à des thèses d'investissement à l'échelle. Et là, sur la propriété dégressive, on parle de plusieurs milliards qui vont être investis chaque année avec autant d'investisseurs, autant d'intermédiaires, autant de notaires spécialisés, etc., etc. C'est vraiment, quand on parle des nouvelles tendances de l'immobilier, ceux qui vont prendre le tournant maintenant, qui vont monter en compétences sur le sujet, il y a des vraies belles boîtes à monter, il y a des vrais bons business à imaginer. Donc nous, on croit beaucoup et on dit pas ça, c'est pas intéressant, c'est pas gadget, c'est une vraie tendance de fond. En opposition peut-être, tu as peut-être une position peut-être plus dure que la mienne sur la propriété progressive, même si j'en constate aussi les limites. Le corollaire de la propriété dégressive, c'est la propriété progressive, qu'on peut faire, on va dire, peut-être avec deux grandes familles, si on le résume ainsi. Des gens qui vont venir mettre une part de l'apport à vos côtés en échange d'une plus-value future. Un modèle auquel moi, je crois peu, parce que j'estime que c'est compliqué à expliquer, que ça demande des capitaux très très longs et c'est dur à expliquer à un investisseur institutionnel qui n'aura pas de rendement, pas de coupon, puisque Robin va acheter une maison qui vaut 100, on lui demande 20 d'apport, il n'a que 10, moi je vais lui apporter ces 10, et c'est quand Robin va vendre sa maison dans 10 ans que moi je vais récupérer un peu plus que mes 10 avec un rendement qui effectivement sera plus que proportionnel, puisque j'irai prendre plutôt 20 ou 30, et toi, tu rendras peut-être que 100, et la plus-value sera toute pour moi, mais c'est quand même assez compliqué. Et le deuxième modèle auquel moi, je crois un peu plus, mais je sais que toi, tu mets des nuances, c'est l'idée de dire, je vais d'abord acheter 5%, puis quand je serai prêt à acheter 5 de plus, je vais acheter 5, et 5, et 5, et 5. Et donc, c'est un modèle, au fond, de location avec option d'achat progressive. Moi, la limite que je vois, c'est quelle est la capacité de la banque à comprendre ce modèle-là, à vous accompagner, puisque l'achat d'un actif immobilier, les résidentiels, c'est quand même le meilleur effet de levier que vous aurez dans votre vie. Demain, est-ce qu'avec ces petites parts-là, on arrive à chaque fois à aller voir la banque? C'est quoi les coûts d'intermédiation? Les frais de dossier, si on prend en manière très concrète, c'est quelques milliers d'euros à chaque fois. Si on doit le faire 10 fois dans son parcours résidentiel sur un seul bien, à la fin, on a laissé beaucoup d'argent sur la table. Toi, ton regard là-dessus, il y a beaucoup de boîtes américaines qui sont lancées, on en parle souvent dans la newsletter. C'est quoi sur la propriété progressive?
Ouais, le problème, il est tout aussi énorme que la propriété dégressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Donc, avec une très très forte montée des prix qui n'est pas prête de cesser, comme on en a parlé déjà, il faut trouver des solutions intermédiaires. Et dans beaucoup de pays, on s'en rend peut-être moins compte en France parce qu'on a un système bancaire qui n'est pas trop centré sur l'apport. Mais dans beaucoup de pays, l'apport est essentiel. C'est-à-dire que c'est 20% du prix du bien. Il n'y a pas le choix. Si vous ne mettez pas 20, vous pouvez partir. Donc, beaucoup de solutions émerger. Le problème, comme tu l'as dit, il y a deux freins. Il y a un frein culturel, c'est-à-dire que les gens peuvent réussir à se convaincre, et puis quand on achète une résidence principale, on finit par aller chercher de la validation extérieure. On va appeler papa, on va appeler maman, on va appeler papy, mamie pour dire « Ah, regardez, j'ai trouvé mon premier appart ». Et quand on explique aux gens qu'on a pris un contrat avec une mezzanine, donc une tranche de dette intermédiaire au-dessus de soi à 7%, et que le mec va toucher une partie de la plus-value, les parents ils vous font « mais t'es un con mon fils ». Donc le sujet il y a un vrai frein culturel à passer. Le deuxième point qui est important, tu l'as dit, c'est sur la partie le mix entre location et acquisition. Donc je loue et en même temps j'acquiers. Le truc il est hyper fin parce que je paye quand même un loyer. Donc il faut que je réussisse à surépargner au-dessus de mon loyer. Et ça, ouais, c'est possible, mais c'est quand même un mécanisme qui est très très fin et qui demande à ce que le propriétaire qui me loue, il soit pas trop gourmand, parce que s'il est très gourmand, moi je peux pas réussir à constituer l'apport pour ensuite acquérir. Bien sûr. Bon, j'espère qu'on vous a donné envie en tout cas de vous intéresser à ces sujets de propriété dégressive, progressive. Vous avez compris que nous on a un petit faible pour la propriété dégressive. En même temps, l'argent est déjà là, l'equity est déjà là, il n'y a plus qu'à aller le chercher, entre guillemets. Il y a toujours plein de bonnes idées à faire sur la propriété progressive. Mais, exactement, bien sûr. Mais en tout cas, au moment où on se parle, c'est ça notre point de vue. Et d'ailleurs, on parlera dans un prochain talk, puisque tu l'as dit sur les primo-accédants. Je lisais ce matin un chiffre, jamais autant de gens qui gagnent au-delà de $150 000 par an, donc c'est quand même des très très beaux salaires. Même aux États-Unis où les salaires sont plus élevés, c'est quand même dans le top 5 ou top 3% des salaires facilement. Parmi ces gens-là, jamais autant de gens sont locataires qu'aujourd'hui. Ouais, et pas par choix. Et c'est ça. Rappelez-vous les discours en disant les jeunes ne veulent pas être propriétaires. Non, les jeunes, ils veulent être propriétaires. La vérité, c'est qu'ils veulent être propriétaires. Et que cette contrainte-là, elle touche toutes les franges de la population, et même le banquier de Goldman Sachs qui vient d'arriver, il peut pas acheter à Manhattan, voilà, et ni à Brooklyn. Donc c'est intéressant, mais on en parlera à mon avis à un autre moment. Ouais, au fond, la question de ces parcours résidentiels qui sont beaucoup moins linéaires qu'auparavant. S'il y a un truc à retenir de notre discussion là, et je pense que c'était les bons exemples, l'idée que je vais être colocataire, puis locataire, puis accédant d'un appart, puis après je vais acheter une maison avec ma famille que je vais transmettre à mes enfants, ce qui était quand même le schéma qu'on a vécu pendant plusieurs siècles, il est totalement, plusieurs décennies en tout cas, il est plus du tout à l'heure de jour, il a explosé. Ça me fait la transition en tout cas, parce qu'il y a d'autres choses qui explosent et d'autres besoins qui s'expriment. Dans la newsletter Realestech, et on insiste vraiment là-dessus, on veut aussi être abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris le message, on mettra le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. C'est une newsletter gratuite, hebdo, tous les mardis matins dans votre box, qui est aujourd'hui la plus lue par les dirigeants du secteur immobilier, tout typologie d'actifs confondus, tout métier confondu. On essaye vraiment d'être en veille sur la question des politiques publiques autour de l'immobilier, qu'elles soient nationales et locales. Et ça, si vous nous suivez, vous savez qu'on a parlé récemment de la nouvelle taxe foncière à Détroit, des aides aux primo-accédants en Autriche, parce que un marché qui a autant de déséquilibres, dans un sens comme dans l'autre, dans le logement vis-à-vis de l'offre et dans le bureau vis-à-vis de la demande, il va avoir du mal à s'autoréguler tout seul comme par enchantement, ou alors avec une inertie qui fait qu'on passera à côté des enjeux, à côté des objectifs. Donc le politique et le gouvernement ou les élus locaux ont toute leur place pour être force de proposition, pour aider le marché à mieux s'équilibrer, à plus vite s'équilibrer, et au fond à réduire toutes les externalités négatives qu'on voit. Et c'était, je pense, le point de départ de notre réflexion dans le cadre du CNR, où, mais Robin, tu connais les mêmes promoteurs que moi, et je pense qu'on part un peu de ce point-là aussi, c'est de se dire, chaque fois qu'on voit un promoteur, tous les deux, ils nous disent mon maire comprend rien à la situation de ma ville. Et à chaque fois qu'on voit un élu, il nous dit j'ai que des promoteurs qui ne comprennent pas ce dont j'ai besoin, qui répondent pas à mes enjeux, qui n'ont pas compris que j'avais des sujets de service public, etc. Bon. Pour sortir quand même de cette opposition un peu stérile, on a essayé d'imaginer, on va le décrire, je vais te donner la parole, mais on a essayé d'imaginer deux propositions qui visent à redonner au maire un intérêt à agir, un intérêt à délivrer des permis, un intérêt à accepter que sa ville est un objet mouvant,
que l'urbanisme n'est pas un truc qui est là pour toujours, que sauf qu'on fait ce tournage-là pas très loin des grandes artères du boulevard Haussmann. Haussmann, il a changé et il a eu beaucoup d'opposition. Il a dû remettre en cause beaucoup d'habitudes à l'époque où il a imaginé ces grandes artères. Aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est un génie, mais à l'époque, même Victor Hugo avait écrit une lettre, tu sais, qui s'appelait Guerre aux démolisseurs. Ouais. Donc, on avait fait d'ailleurs un jour cette petite blague en disant si on a su résister en d'autres temps à Victor Hugo et à sa plume, on doit pouvoir résister à quelques opposants habituels des recours. Mais tout ça pour dire que on a voulu profiter de ce CNR, donc le président de la République qui dit aux acteurs du logement quelles sont vos propositions pour sortir de la situation dans laquelle on est. Et nous, on s'en est saisi avec 2 propositions. Une pour les maires bâtisseurs sur la partie très résidentielle. Je dis bâtisseurs pour que tu me dises que je ne dois pas dire bâtisseurs, mais au moins, voilà. Qu'on aurait appelé en d'autres temps une aide aux maires bâtisseurs, qu'on appelle une aide aux maires hébergeurs ou aux maires qui acceptent que leur ville grandisse. Et une autre aide qui est là plutôt sur la partie tertiaire et que je vais te laisser expliquer. Si tu peux d'abord expliquer nos 2 propositions et après on rentrera dans le contexte. Il nous reste 5 minutes à discuter ensemble. Ouais, mais contexte quand même très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt pour un maire à ce que sa ville grandisse. Un maire, c'est un manager, peut-être que ça fera hurler certains maires que je les qualifie de manager, mais il a un compte de résultats, il a des recettes, il a des dépenses, et à la fin de l'année, il doit être à l'équilibre. C'est la loi qui lui dit. Et donc, s'il doit dépenser toujours plus pour accueillir de nouveaux habitants, et de nouveaux habitants, ça coûte cher. C'est-à-dire que même si c'est des places en crèche, c'est des places à l'école élémentaire, c'est de la vidéosurveillance, c'est de la police municipale, c'est des espaces verts, c'est de la voirie. Je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est long comme le bras. Donc, il a besoin de dépenser. Et aujourd'hui, il n'a pas de dynamisme des recettes face à ça. C'est-à-dire que s'il rajoute un habitant dans sa ville, les recettes, elles restent flat, ça ne bouge pas. Et donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, le maire, il dit stop. C'est fini. Moi, je ne peux plus accepter de nouveaux habitants. Tant qu'on est dans ce mécanisme-là, c'est fini. Et la suppression de la taxe d'habitation, je pense que là-dessus, on peut le dire, aussi, on partage une vision assez commune, a été une des plus grosses erreurs politiques des dernières années. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas supprimer cet impôt qui crée un dynamisme entre les nouveaux habitants et... Parce que j'autorisais 10 logements de plus, c'était 2 logements qui payaient la taxe d'habitation. Alors, il y avait une partie de gens qui étaient un peu exonérés, mais dans l'ensemble, ils payaient la taxe d'habitation. Donc, un vrai problème là-dessus. Et le problème va se poser pareil sur la CVAE. C'est un impôt sur la valeur ajoutée, donc très mauvais impôt, assez mal calibré, donc sur plutôt les terrains industriels ou les usines et autres, mais qui faisait que quand je crée une usine dans ma ville, je touchais un peu d'argent. Maintenant, j'en touche plus. Donc c'est quand la suppression de la CVAE? Ça a été voté? Ouais, c'est mis depuis le 1er janvier? Ça a été acté, ouais. Ça a été acté, je sais plus quand est-ce que la date mais un rôle équivalent pour l'industriel de la taxe d'habitation va aussi être supprimé. Donc, on va donc dans un chemin qui n'est pas forcément le meilleur. Alors, ça fait de l'emploi, et je dis, mais bon, malheureusement, ça fait aussi des nuisances. Donc, vraiment, ce point-là, et donc l'idée a été très simple. Nous, on s'est dit, OK, comment on essaye de corriger? Alors, pour le corriger, il faudrait recréer toute la fiscalité. On ne sait pas faire. On n'est pas des grands architectes de la fiscalité. Donc, on a fait une mesure très simple, un peu one shot, la petite piqûre de stéroïdes qui va bien. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Mais l'idée, c'est de dire tout maire qui autorise, parce qu'il ne construit pas le maire, qui autorise à la construction plus de logements que la moyenne des 4 dernières années. Donc sur sa commune. On va prendre un exemple concret après pour le surplus de logements qu'il a accepté, dans lequel il a accepté de délivrer l'autorisation d'urbanisme. Pour chaque logement, il touche 10 000 euros d'aide. Alors, c'est one shot, ça résout pas les problèmes au long cours. Un habitant, il reste, mais il coûte tout le temps, pendant la première année, mais aussi les 50 prochaines années. Mais au moins, ça donne un petit coup de boost pour se dire, au moins, j'ai un petit plus. Et ce qu'on a fait, on s'est dit, on va être malin quand même, on va pas faire une mesure qui soit juste une mesure. On va jouer un peu sur la concurrence entre les territoires. C'est bon de jouer sur la concurrence entre les territoires. Donc, on a mis un pool à l'échelle de chaque métropole. Dans une métropole, il y a 20 000 logements qui vont être éligibles. Dans l'autre, ce sera 2 000. Ici, ce sera 1 000. Et le premier arrivé, premier servi. OK. Alors, on va prendre un exemple pour que tout le monde comprenne. Imaginons que je sois le maire de Mérignac, par exemple, une commune de la métropole de Bordeaux, et que je construisais, je prends vraiment un chiffre théorique, 200 logements par an. J'autorisais 200 logements par an, donc 100 logements par semestre. Logements collectifs, on a précisé. Uniquement les logements collectifs, et pour plein de raisons, de toute façon, c'est plutôt vers ça que ça va aller. Mais OK, je faisais 100 logements, j'autorisais 100 logements par semestre à partir du 2e semestre, si notre proposition est retenue, mais je pense qu'elle a de bonnes chances de l'être. En tout cas, le CNR le reprend, et je pense que ça va remonter haut, et que peut-être ça sera retranscrit dans la loi. À partir du 2e semestre 2023, OK, je vais autoriser 130 logements. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça veut dire que j'ai autorisé 30 logements de plus que la moyenne des 4 dernières années. Et donc, pour chacun de ces 30 logements, je vais avoir 10 000 euros. Donc, 300 000 euros
en plus. Donc, c'est quand même pas rien. C'est une somme qui est considérable. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Le maire, il va pas tout réajuster ses PLU pour autoriser 30 logements en plus, redécider une zone où il va autoriser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter d'écréter les programmes. Écréter les programmes, c'est quoi ? C'est qu'on a un PLU à 6 étages. Et à la mairie, on dit, bah non, 6, c'est trop, passez-moi à 3. Là, il va dire, bah ok, en fait, je les veux, ces 30 logements, parce qu'ils vont me rapporter 300 000 euros. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais autoriser au maximum du PLU, la hauteur maximum. Et donc, c'est un moyen de faire autoriser les hauteurs maximum sans tomber dans la mesure totalement délirante et qui n'est pas possible de dire il faut faire des minimums de PLU, il faut faire des coercitions pour que les gens considèrent que ce qu'ils ont mis soit obligatoire. Nous, on est plus souple, quelque part, plus agile. On dit, on lui donne une grosse carotte pour qu'il passe de 3 à 6 étages. Et alors, pour le coup, dans le genre mesure court terme, à mon avis, avec peu d'effets, l'idée d'un PLU minimum et pas maximum, en fait, dès qu'ils vont refaire leur PLU, ils vont se remettre en dessous. Et il faut 3 ans pour refaire un PLU. Enfin, c'est que des C'est mesures. peut-être une fausse bonne idée, Voilà. même si chacun en essaie de. Mais je pense que c'est très clair. On voit bien les effets positifs que ça peut induire. On veut aussi que les données soient publiques sur qui récupère telle aide, parce qu'on veut qu'un opposant à une municipalité, et les municipales arrivent vite en 2026. 3 ans. Dans 3 ans, c'est les municipales. Puisse dire à ses électeurs, notamment vis-à-vis des maires qui font des 4x3 dans la ville pour dire j'ai refusé tel permis de construire, tel permis de construire. On en connaît. Non, mais on en connaît. Et pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous croient pas, il y a des maires aujourd'hui qui se vantent publiquement de refuser des permis de construire dans des villes tendues. Ouais. On parle vraiment des métropoles et des villes tendues. Et ben, il pourrait y avoir un opposant qui viendra dans ces villes. Peut-être Romain, tu seras candidat quelque part. Ou moi. Sûrement pas. Je plaisante pour dire, écoutez, votre maire qui se vante de ne pas avoir construit et d'avoir renoncé à construire 100 logements ou 150 logements, ça a coûté X milliers ou millions d'euros à la collectivité. Et c'est pour ça que votre bibliothèque, elle n'a pas été rénovée et qu'il n'y avait pas de chauffage dans la piscine municipale cet hiver. Et je pense que là, on tire quand même un fil où on rationalise ces débats sur le logement. Nous, toi comme moi, on n'est pas des ayatollahs ou des idéologues. On veut que le débat soit rationnel. Bien On sûr. ne peut pas avoir les meilleurs services publics sans densité. On ne peut pas avoir la ville du quart d'heure sans densité. On ne peut pas avoir une qualité de vie sans un moment que la collectivité arrive à créer cette densité. Donc, je trouve que cette proposition est bien et on se réjouit qu'elle soit reprise. J'espère d'ailleurs que cet extrait-là, il sera repris sur les réseaux sociaux Pour la défendre. pour la défendre. Et puis, si les gens ne sont pas d'accord, qu'ils le disent aussi en commentaire, évidemment. Mais je pense que c'est utile. Il nous reste 2 minutes peut-être pour la deuxième proposition sur le bureau. En 2 mots, l'idée reprend un peu ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un parc de bureaux qui est en train de devenir obsolète beaucoup plus vite, encore une fois, que moi-même je ne le pensais, avec des projets qui sont plantés, qui ne retrouveront pas de l'attractivité, qui ne retrouveront pas de locataires. C'est pas comme si on se disait ah mais peut-être que dans 2 ans, c'est mort, il n'y aura pas de locataires, et donc il faut les transformer. Et aujourd'hui, une mairie, encore une fois, toujours le même problème, un immeuble de bureau, c'est gardienné, c'est pas squatté. Ça continue de payer de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France et en région PACA. Donc une mairie, elle n'a pas trop d'intérêt à dire en fait, je vais transformer un truc qui ne me coûte rien en un truc où je vais mettre des habitants qui vont me coûter les gardiens, la vidéosurveillance, la police, les espaces verts, les crèches et l'école. Donc la mairie, elle est plutôt hostile à ça. Donc l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire et donc la transfo bureau-logement dont on parle à longueur de journée, le serpent de mer absolu, au final, quand on regarde les chiffres, c'est nada. Donc le sujet, il est très simple, c'est de dire on va créer une taxe sur les bureaux vacants et sous-utilisés. Ouais, on crée une taxe et on l'assume. On crée une taxe sur les bureaux vacants et sous-utilisés en se disant les mairies, pendant 1 an, 2 ans, elles vont bénéficier d'un bureau. Une fiscalité qui touche le propriétaire des murs Touche le et qui propriétaire. va directement à la commune. Par contre, donc 1 an, 2 ans. Par contre, en année 3, on commence à reprendre cette somme. Alors, c'est pas nous, c'est pas Realestech, c'est l'État qui va reprendre cette somme et donc qui va dire à la mairie, donc c'est tic-tac, en fait. C'est vraiment le compte à rebours se met à se déclencher et ça pousse la mairie à faire quoi ? Elle prend l'argent, elle en a besoin de l'argent. Donc, elle va être très le contente. prend tout de suite. Elle le prend, mais elle se dit, moi, par contre, j'ai pas envie de le rendre. De Ils l'auront consommé, donc ils le rendront pas. C'est sûr. Et donc, le sujet, c'est de dire, par contre, dès l'année 3 ou l'année 2 même, Si vous n'êtes pas autorisé, je délivre une autorisation de transformation, de réhabilitation, de destruction. Oui, c'est pas forcément bureau-logement. Ça peut être bureau-bureau, ça peut être bureau-logement, bureau logistique, bureau-commerce. Il y a plein de besoins. C'est pas ce qui manque. Bureau-industrie, on espère qu'il y aura du retour de l'industrie. Mais en tout cas, je m'assure que ce bâtiment ne reste pas vacant ou sous-utilisé parce que ça va devenir une pénalité pour moi. Et donc, on a fait quoi dans ce cas-là ? On aligne l'intérêt du propriétaire qui, lui, il paye de la taxe. Donc, il a vraiment intérêt à sortir de ce schéma-là avec l'intérêt de la mairie qui, elle, a un petit bénéfice au départ, mais devient vite une pénalité pour elle. Donc, on crée de l'alignement d'intérêt. L'immobilier, c'est une matière extrêmement complexe où il y a plein d'intérêts contradictoires. Et donc, l'essentiel du métier du régulateur, ce devrait être d'aligner l'intérêt entre des personnes qui ont des intérêts qu'on voit divergents.
Merci pour cette présentation, Robin. On voit beaucoup de micros. Hein, je crois que c'est un peu ton motto du moment. Ouais, microéconomie. Voilà. Plutôt que des milliards, des petites incitations. Et ça tombe bien parce qu'on les a plus, je crois, ces milliards. Donc effectivement, nous, et d'ailleurs toutes les propositions que Realestech fera, parce que ce sont les premières propositions récentes. On en a fait par le passé, on en fera évidemment dans le futur. Voilà, des mesures qui ne coûtent pas d'argent, qui viennent à affecter l'intérêt à agir des parties prenantes sur le terrain, nous semblent toujours préférables aux grandes idées qu'on a vues fleurir aussi pendant le CNR logement, de TVA qu'on prenait, qu'on mettait là, ou autres obligations, interdictions, retrait du permis d'urbanisme au maire, le fameux préfet qui viendra régler tous les problèmes. On partage l'idée que c'est pas forcément la bonne solution. Robin, j'étais ravi de passer cette heure à discuter avec toi. Sympa. Je crois que c'est une édition qu'on aurait pu avoir sans les micros et qu'on a d'ailleurs assez régulièrement depuis toutes ces années qu'on travaille ensemble et qu'on échange sur les sujets. J'invite vraiment les gens qui nous ont écoutés à nous faire part de leurs commentaires en bas de cette vidéo. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Nous dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Parce qu'on a nos sujets, mais vous avez aussi vos préoccupations sur le terrain en fonction de votre métier, de là où vous êtes géographiquement. On ne sera pas toujours centré parisien et new-yorkais. Tu as bien fait de le dire, Robin. Au contraire, on veut élargir le champ des possibles. Je suis sûr qu'on parlera des résidences secondaires dans les territoires un peu plus détendus ici et là. Je suis sûr qu'on parlera de logistique. Et la logistique, c'est rarement au cœur des villes. On vous fera un point sur Saint-Etienne. On vient tous les deux de Saint-Etienne. Promis, un jour, on vous fera un point. Effectivement, vous avez deux Stéphanois pour le prix d'un. Donc, on aura un regard sur ces villes moyennes qui peut-être vont prendre leur revanche. Ouais, voilà, on fait un petit teasing sur Saint-Etienne, mais ça vaudrait pour d'autres villes moyennes. Rendez-vous donc chaque mois pour ce talk Realestech, dans lequel vous avez compris, je pense, le format. Vous pouvez vous inscrire aussi en bas de cette vidéo, évidemment, au lien de la newsletter. On mettra aussi le lien vers nos propositions qu'on a fait au CNR, parce que Robin les a très bien décrites, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on mettra des informations en bas. Vous dire également, et ce sera le mot de la fin, que Realestech a cette newsletter hebdomadaire qui marche très bien. Vous êtes plus de 10 000 personnes à nous lire chaque semaine. À l'ouvrir. Hein. À l'ouvrir chaque semaine. Voilà, 25 000 abonnés et plus de 10 000 ouvertures. On est vraiment la newsletter la plus lue du secteur immobilier dans la francophonie, parce qu'on n'a pas que des lecteurs en France. Je faisais encore le petit check ce matin. Bonjour à nos amis suisses, belges, québécois, aussi marocains qui nous lisent beaucoup. Vous dire qu'à côté de cette newsletter que vous connaissez pour la plupart, on va avoir de plus en plus une offre de visibilité, de contenu, de veille en vidéo. En disant vidéo/podcast, en disant que vous êtes très nombreux, et c'est le constat qu'on a fait avec Robin, à nous lire dans les transports en commun, à essayer de déchiffrer la newsletter pendant que vous déjeuniez. Et on s'est dit, on peut peut-être vous faire un format un peu plus agréable, plus digeste, dans lequel on va aussi plus en profondeur dans les sujets. Je pense que c'est vraiment le cas de ce premier talk. Et donc, voilà, il y aura une version premium de Realestech qui vous donnera accès à toute cette offre de vidéos, toute cette offre de contenu vidéo, avec toujours le même objectif. Je pense que Robin, c'est peut-être le mot de la fin qu'on a ensemble, c'est de dire vous aider à mieux comprendre les nouvelles tendances de l'immobilier. Nous, modestement, ça fait quelques années qu'on essaye de déchiffrer. Je pense qu'on a compris quelques trucs, mais on n'est pas à l'abri d'erreurs. Tu faisais un petit mea culpa sur les bureaux. Voilà, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter sur l'ambition de Realestech à travers ces vidéos, ces nouveaux contenus. Non, ravi de pouvoir partager ces nouveaux contenus, cette nouvelle méthode pour échanger. Encore une fois, il faut que ce soit vraiment dans les deux sens. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous voulez qu'on traite, qu'on regarde, qu'on étudie. Des bonnes idées, vous en avez sans doute plein, donc n'hésitez pas. Voilà. Ou ce que vous voyez sur votre territoire. On parlait de la vigie des politiques publiques locales. Mon maire a mis ça en place, ça fonctionne. On est hyper preneur et c'est l'esprit d'ailleurs du CNR. Donc, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en bas. Vous pouvez télécharger la note qu'on a fait au CNR. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous les contenus vidéo qu'on va faire. Et demain, on reviendra vers vous pour l'offre Realestech Premium qu'on va lancer. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Merci.